tous et à toutes. J'en profite pour me présenter. Je m'appelle Raïssa Njoya et je suis autrement commissaire d'exposition. Donc, on vous a réunis aujourd'hui, donc je remercie aussi M. Chebou Kamel d'avoir donné de sa disponibilité, de son temps et aussi de son expertise. Parce que l'idée principale qui est portée par cette activité, c'est vraiment de capitaliser sur les outils d'aujourd'hui. C'est ça comme ça, donc les réseaux sociaux qu'on utilise au quotidien, comme pour que ces outils puissent servir de levier de nos activités. Donc c'est vraiment l'idée principale qui sera développée par la personne indiquée, et surtout qu'il faut rappeler qu'en la matière, il y a deux spécificités à son niveau. La première spécificité, c'est le travail de formation qu'il faut au quotidien sur ces éléments-là, donc qui rend compte aussi de son expertise dans le domaine, mais aussi de toute la documentation qu'il met à la disposition, parce qu'il fait régulièrement des études et aussi une production de livres assez abondante sur ces sujets-là, que ce soit en termes de community management ou bien de réseaux sociaux. Donc, sur ce, M. Chebou, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Tout le monde va bien? Super. Je ne m'en ai pas si je vais aussi bien. Et toi? Je vais bien, je vous rassure. Donc, je me présente, M. Chebou Kamel, éducateur aux réseaux sociaux, mais également formateur, enseignant et auteur dans le community management. Donc aujourd'hui, on a une thématique assez intéressante parce que les réseaux sociaux interviennent dans tous les domaines d'activité, y compris celui-ci qui est consacré justement aux professionnels de l'art. Et on aura un échange assez intéressant pour pouvoir comprendre leurs spécificités, mais surtout comment est-ce que vous, à votre niveau, pouvez capitaliser pour pouvoir grandir avec eux sur ces plateformes et surtout pour vos différentes carrières, en fait, et vos différents projets culturels. Donc, outre les objectifs, je préfère qu'on commence directement par cette partie-ci. Qui a un chiffre officiel du nombre d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux au Cameroun? Une idée? Personne? Le nombre d'habitants au Cameroun, c'est combien? Environ? Le nombre d'habitants au Cameroun, c'est combien? 30 millions. Ok, oui, c'est un chiffre comme ça. Le nombre d'internautes camerounais, c'est combien environ? Les gens qui utilisent Internet, pas les réseaux sociaux. Hein. Les gens qui utilisent Internet, c'est combien environ? 10 000. Il y a environ un quartier, il y a aussi Internet. 20 millions, c'est quand même beaucoup. Attention, comment? Presque. C'est 12,8. Donc 13 millions d'internautes. Des gens qui ont accès à Internet. Maintenant, ceux qui ont accès à Internet, on a 5,5 millions qui sont actifs chaque mois sur les réseaux sociaux. Donc, la population camerounaise, en réalité, on peut dire qu'environ un Camerounais sur 6 est actif sur les réseaux sociaux, qu'importe lequel, mais il est déjà actif. Donc, ça montre quand même que, contrairement il y a 15 ans ou il y a 20 ans, il y a de plus en plus de gens qui sont connectés, qui consomment des contenus. Évidemment, on a eu ce passage annuel successif de la 3G à la 4G qui a multiplié en réalité les usages. Parce qu'avant, quand on n'avait pas encore la 3G au Cameroun, début des années 2010, c'était complexe en fait. On nous envoie un lien sur YouTube. On réfléchissait 2 fois avant d'ouvrir parce qu'on s'est dit ça va construire beaucoup sur ma clé capteur ou sur mon modèle. C'était quoi à l'époque? Ringo, c'était compliqué, on réfléchissait 2 fois. Mais maintenant, on a développé ça rapidement, 3G, 4G, 4,5G. Et donc, du coup, il est plus facile de consommer des contenus audiovisuels, surtout. Et qui dit audiovisuel, forcément appelle à des contenus également musicaux. Et la population également jeune s'est intensifiée sur Internet au Cameroun, notamment celle de 18-24 ans. C'est celle qui domine en réalité tous les chiffres sur n'importe quel type de plateforme. Alors, en numéro 1, on va dire que c'est Facebook, 5 millions d'utilisateurs. Mais, on n'a pas les chiffres officiels de TikTok. Mais d'après une estimation, TikTok est autour aussi de 4,5 millions
au Cameroun. Ça suppose que TikTok titille le leadership de Facebook au Cameroun. Donc après Facebook, en réalité, TikTok est juste derrière. Et ils s'en fichent même de peu, en fait, pour que TikTok passe devant. Après, vous avez une plateforme comme LinkedIn. Qui est sur LinkedIn ici? Non. Pourquoi? C'est pas intéressant. Facebook, ok. En tout cas, on va parler de LinkedIn juste après. Donc, LinkedIn a officiellement devenu 4 millions au Cameroun. Et puis derrière, vous avez les moins bons élèves. Instagram et X et Snapchat. Les moins bons élèves, c'est pas intéressant, mais en termes d'utilisateurs, ils ne sont pas forcément intéressants. Alors, il y a YouTube, je n'ai pas oublié YouTube. Mais le problème avec YouTube, c'est qu'on a un peu du mal à quantifier le nombre d'utilisateurs sur YouTube parce que toute personne ayant une adresse Gmail a automatiquement une chaîne YouTube dormante. Pour l'activer, il suffit d'aller commenter une vidéo, de liker une vidéo. Maintenant, est-ce qu'on va prendre ceux qui ont une adresse Gmail, ceux qui commandent des vidéos sur YouTube, ceux qui mettent des vidéos sur YouTube régulièrement? C'est un peu complexe de quantifier ce nombre-là. Mais YouTube, en réalité, reste aussi une plateforme, mais c'est difficile en fait de trouver le public qui va avec. Donc, autre élément qu'ont permis les réseaux sociaux, c'est justement cette possibilité de toucher un public qui va au-delà de sa zone de chalandise. Ça veut dire que, qu'on soit artiste ou professionnel de n'importe quel domaine, on est généralement souvent contenu dans une zone géographique. Mais grâce aux réseaux sociaux, on n'a plus trop ce problème-là. La seule question qu'on va se poser, c'est est-ce que je produis du contenu de qualité? Pour moi, c'est la seule question qu'on va se poser. Parce que le reste, généralement, ce contenu de qualité va trouver son public cible, où qu'il soit. Tant qu'on est assez régulier et fréquent sur sa plateforme. Donc, ne pas se poser la question de savoir comment est-ce que je vais toucher les gens. On se concentre d'abord sur le contenu concret. Alors, il y a également des enjeux clés importants. Et je veux mettre justement l'accent sur l'algorithme. Parce que quand on arrive sur les réseaux sociaux, on veut être visible, on veut se rendre visible. Et c'est important, parce qu'en réalité, celui qui est visible, on va dire c'est celui qui vend. C'est celui qui convertit. Mais l'algorithme, en réalité, a aussi ses codes. Et ça dépend aussi du réseau social. Ça veut dire que l'algorithme va généralement proposer des contenus de qualité, mais des contenus qui sont aussi en lien avec de l'actualité. C'est ce qu'on appelle généralement le newsjacking. C'est une technique qui permet de créer du contenu en vous inspirant d'un fait d'actualité ou d'un buzz. Et vous avez forcément vu ça passer dans beaucoup de timelines. Vous allez voir un sujet qui fait la une actuellement sur Facebook, tout le populaire en ce moment. Vous allez voir beaucoup de créateurs de contenu se lancer à parler de ce sujet. Parce qu'ils savent que vu que c'est un sujet d'actualité, automatiquement l'algorithme va favoriser les gens qui parlent de ce sujet-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut parler de tout. Attention. Mais je dis qu'il faut comprendre comment l'algorithme fonctionne. C'est qu'elle favorise souvent les sujets d'actualité. Les sujets qui font le buzz. Mais également, elle va répondre à un système qui lui est propre. Prenons une page Facebook sur laquelle vous postez votre contenu. La première heure est généralement la plus déterminante. Imaginons que vous avez 1000 abonnés. C'est un exemple, hein? Vous avez 1000 abonnés. Vous publiez votre vidéo. On va prendre votre vidéo et on va la suggérer à un échantillon de personnes. Prenons de 100 personnes. Parmi ces 100 personnes, un tiers vont être pris dans vos abonnés, dans vos 1000 abonnés. Un tiers va être pris dans les gens qui ont déjà vu votre contenu et qui ne sont pas abonnés à votre page. Et un autre tiers va être suggéré à des gens parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt que la vidéo en question. Et donc cet échantillon va déterminer le succès de votre post pendant la première heure. Donc si jamais l'audience, l'échantillon à qui on a montré votre vidéo pendant la première heure réagit bien, on va suggérer votre vidéo à davantage de personnes au fur et à mesure. C'est pour ça que vous allez voir devant les contenus qui sont bloqués à 1 ou 2 likes, 3 likes. Quand c'est bloqué, ça veut dire que l'échantillon n'a pas bien réagi. Mais dès que l'échantillon
l'échantillon au départ, on appelle la golden hour, réagit bien, forcément, au fur et à mesure, ça va augmenter. Et l'échantillon change à chaque pause que vous faites. Si jamais les mêmes personnes en fait actuellement, sinon ce ne serait pas logique. Il faudrait qu'on varie. Mais l'échantillon reste le même. On prend une partie de vos abonnés, des gens qui ont interagi à votre contenu et qui ne sont pas abonnés à votre page, et des gens à qui on peut suggérer le contenu. Après, on va les gens quand vous avez votre TikTok, votre Facebook, votre Instagram, il y a des contenus que vous voyez des gens que vous ne suivez pas. Mais on vous les suggère parce qu'on se dit que ça peut vous intéresser. Et donc, vous faites partie de l'échantillon en question. Vous comprenez comment ça fonctionne, l'algorithme? Donc, généralement, n'hésitez pas que ce sont mes abonnés qui ne réagissent pas. Non, ils sont une partie de ceux qui vont réagir, mais ce n'est pas que eux qui font le succès. C'est pour ça que quand je dis que quand vous créez votre contenu, ne vous fiez pas forcément à votre communauté. Il y a des gens qui ne vous suivent pas, mais qui sont peut-être plus actifs même que les gens qui vous suivent. Parce que eux là, ils sont généralement ceux qui vont découvrir votre contenu, peut-être pour la première fois, et seront les premiers même à s'engager et à être interactifs à chaque fois qu'ils verront un post de votre part, bien évidemment. C'est clair pour tout le monde. Bien. Alors, ensuite, il y a l'aspect viral. La viralité, en fait, n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à tout prix, parce que les gens veulent souvent se faire connaître avec un mécanisme de buzz. Le buzz, en réalité, c'est qu'on va vouloir rapidement, sur un temps court, se faire connaître, que son contenu tourne rapidement sur beaucoup de communautés. Mais, en réalité, pour que ça tourne, je vous ai expliqué, il y a d'un côté le sujet de l'actualité, mais il y a aussi de l'autre l'originalité. Et quand je parle d'originalité, généralement, sur les réseaux sociaux, il y a un format qui est bien aimé des algorithmes. C'est la vidéo en direct. La vidéo en direct, en réalité, c'est un contenu, quand vous le faites, c'est une vidéo qui n'existe nulle part. Si actuellement on lance un live tout de suite, on est sûr que la vidéo qu'on est en train de créer n'existe nulle part sur Internet. Du coup, un réseau social va forcément privilégier quelqu'un qui fait des lives régulièrement. Parce que lui, il va créer le contenu pour la plateforme. C'est pour ça que vous avez des gens qui les appelle des youtubeurs ou des tiktokers. Parce que son contenu est d'abord créé pour la plateforme sur laquelle il est. Plutôt que de prendre la même vidéo que vous avez créée, la multiplier partout. Les gens qui font généralement des lives sont souvent remontés dans le fil. Vous allez voir quand vous avez par exemple TikTok, quand vous commencez à défiler, on vous suggère des lives de TikTok. Les gens peut-être même que vous ne connaissez pas. Mais c'est parce que pour la plateforme, les gens qui font des lives sont des gens qui créent du contenu original. Et derrière, évidemment, la rediffusion du live sera aussi proposée à d'autres personnes. Bon, oui, merci. Ça peut aider. Ok. Donc, on va commencer par Instagram. J'ai dit tout à l'heure qu'Instagram avait combien d'utilisateurs? J'ai dit Instagram avait combien? Moins de. Oui, forcément. J'ai dit combien? C'est un mauvais lien de ça. J'ai donné le chiffre d'Instagram. Ça va oublier. 600 000. 600 000 euros. C'est un chiffre qui stagne en réalité. Parce que ça fait déjà 2-3 ans, on est autour de 650 000. Alors, Instagram, c'est le réseau social de la mise en avant graphique. Ça, il faut le comprendre. C'est l'univers du beau. Instagram a commencé comme étant une plateforme qui met en avant tout ce qui est beau. C'est pour ça qu'on privilégie sur Instagram les belles photos et les belles vidéos. La preuve en est, c'est eux qui ont introduit les filtres pour photos, parmi les premiers. Mais le monopole des filtres pour visage, c'est pour Snapchat. Mais les filtres pour photos, c'est Instagram. C'est eux qui ont introduit ça. Du coup, quand vous mettez une photo de basse qualité sur Instagram ou une vidéo de basse qualité, elle sera un peu pénalisée. Même si le contenu est bon, hein. C'est que la mauvaise qualité n'est pas aimée sur Instagram. Le réseau n'aime pas ça. C'est pour ça que les gens prennent le temps avant de poster sur Instagram. Parce qu'il faut arranger un maximum sa photo avant qu'elle soit visible. Parce que la peut aussi prendre ça en compte et se dire, cette photo est de qualité, on aime. Cette vidéo est de qualité, on aime. Mais à côté de ça, il faut aussi comprendre qu'il y a des contenus qui sont efficaces. Alors, les Reels, pour ceux qui connaissent, ce sont des vidéos verticales copiées entièrement chez TikTok. C'est un format qui a été copié sur TikTok, la vidéo verticale plein écran. Alors, pourquoi elle est efficace? Parce que justement,
C'est vraiment le cœur d'Instagram maintenant, les Reels. Et dans les Reels, il faut savoir que pour que votre contenu Reels soit suggéré à plus de personnes, il doit faire moins de 3 minutes. J'ai envie de dire qu'il doit faire 1 minute 30, donc 90 secondes maximum. Dès que vous postez une vidéo de plus de 3 minutes sur Instagram, elle va vous dire automatiquement que je ne peux pas suggérer ton contenu à d'autres personnes. Parce que c'est trop long. Parce que le temps d'attention des gens sur Internet est très bas. Les gens ont pas le temps de lire les longues vidéos. Sauf sur YouTube, évidemment. Mais sur TikTok, Instagram, les gens ne vont pas regarder une vidéo pendant déjà plus de 2 minutes. Donc, si vous voulez que votre contenu soit découvert, visible par plusieurs personnes qui ne vous suivent pas, sur Instagram, il faut faire des vidéos de 90 secondes maximum. Le but aussi, c'est peut-être de faire des extraits. Si j'ai une vidéo de 10 minutes, je peux faire des extraits en 6 parties. Parce qu'il y a aussi une possibilité de faire une vidéo, de faire une deuxième et l'associer à la première. Ça veut dire que quand je vais découvrir la première, j'aurai un bouton qui va montrer Reels associé. Et j'irai à la deuxième, troisième, jusqu'à la dernière. Mais l'idée de base, c'est que si vous avez une longue vidéo, on va voir après, mieux vous allez sur YouTube. C'est préférable en réalité. Mais si c'est sur Instagram, essayez de respecter la durée. Alors, il y a aussi les carousels. C'est cette publication où on peut mettre photos et vidéos, maximum 20. Elle aussi est intéressante parce qu'elle capte un temps d'attention plus important, ce qu'on appelle le watch time. Le temps que vous faites ça, d'accord, vous passez plus de temps sur une publication et du coup ça compte pour l'algorithme. Ça montre en fait que la publication est intéressante. Parce que si je fais déjà ça, c'est-à-dire que je vais voir ce qui se cache après. Donc tu dis en fait à l'algorithme que moi j'aime ce contenu, même sans liker. Parce que quelqu'un fait là mon post, il a en train de dire à l'algorithme que le post c'est bon. Parce que je suis simplement en train de faire des slides à mon post. Donc à privilégier généralement s'il y a peut-être une sorte de compte rendu, vous voulez expliquer quelque chose, un concept. Au lieu aussi, si vous faites une vidéo, faites des images en 4, 5, 6 parties et faites un carrousel. Les stories, en réalité, c'est le format par défaut. Quand je dis par défaut, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément trop de préparation. Le but, c'est généralement d'être le plus naturel possible. 24 heures de temps, un contenu qui va s'auto-détruire. Forcément, on n'est pas trop regardant là-dessus. Mais, c'est un contenu qui peut être intéressant parce qu'il crée le sentiment d'urgence, vu qu'il disparaît. Donc, si moi, professionnel, je communique des informations importantes via des stories, des jeux concours, des codes promo, des places gratuites, forcément, si je l'annonce avant, les gens seront plus enclins à vite aller regarder les stories parce que ça va disparaître. Donc, c'est un contenu qui crée le sentiment d'urgence. Donc, à utiliser aussi en fonction des besoins qu'on veut mettre en avant. Et puis, vous avez les lives. Là, j'ai mis en parenthèse des exemples qui peuvent s'adapter à vous. Le live, en réalité, comme j'ai expliqué, est intéressant parce que c'est un contenu en direct. Mais c'est aussi un contenu qui permet d'être interactif avec ses abonnés. Et le plus important, quand vous voulez faire un live, quand on n'est pas encore vraiment connu, c'est qu'il faut prendre le temps d'annoncer aux gens que je vais être en direct tel jour. Parce que pas faire un live comme ça et puis bon, vous espérez que les gens vont se connecter par enchantement. Il faut dire aux gens, dans 3 jours, je serai en direct. Peut-être pour vous faire découvrir ma nouvelle œuvre artistique, ou vous parler du prochain titre de mon œuvre, etc. J'annonce déjà le direct. Et évidemment, après le live sur Instagram, il y a la possibilité de le mettre en ligne ou pas. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez faire un live, mais ne pas le mettre en mode public. Il va complètement disparaître. Il sera juste là pour le temps du live. D'accord? Alors, à côté également, il y a la cohérence visuelle sur votre Instagram. Alors, des fois, les gens m'ont dit que oui, je fonctionne au freestyle. C'est bien aussi. Mais il se peut que si vous êtes un artiste peintre, du moins dans le domaine des couleurs, ce serait bien quand même qu'on comprenne qui est des couleurs qui vous ressemblent. Que vous avez quand même un penchant artistique ou alors un penchant coloriel précis. Le noir, le rouge, le rose, l'orange, le vert. Et que ça se traduit justement dans l'agencement des posts que vous allez faire. Il y a aussi les hashtags.
Et ça tombe bien parce que hier, Adam Mosseri, dans le boss d'Instagram, a dit moi maintenant d'éditer les hashtags sur Instagram à 5. En fait, il fait comme TikTok qui est aussi limité à 5. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en réalité, les gens abusaient les hashtags sur Instagram inutilement. Parce que ça ne sert à rien en fait. Ça n'a pas un grand impact de mettre des hashtags. En réalité. Mais c'est pour contextualiser une publication. Les gens en ont abusé. Ils ont mis 20 hashtags, 30 hashtags sur un post, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'effet. Un hashtag, généralement, quand il est pertinent, c'est 1 ou 2 maximum. Et généralement, il s'insère dans la publication. On ne le met pas à la fin. On le met dans le post même. Vous allez voir par exemple des gens, et ça tombe bien parce que ça va commencer dimanche, la Coupe d'Afrique des Nations. Les gens sur X vont parler régulièrement des matchs. Et le seul hashtag de l'autre sera généralement le hashtag du match en question. Ou peut-être le hashtag de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est généralement AFCON 2027. Mais ailleurs, sur TikTok ou sur Instagram, les gens multiplient les hashtags en pensant que ça va augmenter la visibilité. Ça reste un mythe. Mais il y a aussi des hashtags qui sont bannis. Hein. Les like for like, follow for follow là. Il faut laisser ça parce que ça peut vous pénaliser à un moment donné. Parce qu'on se rend compte que vous cherchez des likes pour rien. Vous ne voulez pas travailler sur votre contenu. Vous voulez juste être vu et être appâté comme ça à gauche à droite. Donc il faut aussi faire attention à mettre sur les hashtags potentiellement bannis. C'est banni par Instagram. Ça dépend, c'est banni. Si on voit que tu postes, ton post ne sera pas supprimé, mais on va réduire la portée de ton post. Et tu le verras forcément après quelques jours. Tu vas dire, pourquoi ce post n'a qu'un seul like? Alors que tu estimes que c'est un bon post. Tu estimes. Et quand tu vas dire que c'est un bon post, mais en réalité, vu que tu as mis des hashtags bannis, ça descend. C'est compréhensible cela? Et puis il y a la collaboration. Vous savez que maintenant sur les réseaux sociaux, il est possible de collaborer avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs. On peut partager un post ensemble. Et c'est important de partager des posts ensemble parce que ça vous fait découvrir la communauté de l'autre et vice versa. Parce que généralement, le but aussi de se faire connaître et aussi de se faire connaître par une bonne niche. Sur le même domaine d'activité, ça ne sert à rien que on fait un post où on sera dans le même événement, chacun de son côté. Ça ne sert à rien en fait. Le but c'est que sur le même événement, faisons un post tous les deux et on partage la co-création de ce post. C'est possible sur Facebook, c'est possible sur Instagram. C'est même maintenant possible sur YouTube. On peut faire une vidéo et on met nos deux noms sur la vidéo YouTube. D'accord? En réalité, la collaboration est importante tant qu'elle est justifiée et logique. Ok? Alors, donc Facebook, comme on a dit tout à l'heure, c'est 5 millions de. C'est le grand public, c'est le grand marché au Cameroun. Mais quand je dis grand marché, ça ne veut pas dire qu'on y trouve n'importe quoi. En réalité, c'est pour dire qu'on va forcément trouver notre cible sur Facebook. Même si on a l'impression que ça meurt. Mais Facebook reste le numéro 1. Et ces atouts, en réalité, pour un professionnel de l'art, c'est dans les pages professionnelles qui regroupent, on va dire, pratiquement toutes les fonctionnalités, parce que Facebook, c'est quelqu'un qui copie beaucoup. Et donc, comme il copie beaucoup, il a pratiquement tout sur ces plateformes. Quand je plateformes, je parle de Facebook, Instagram et WhatsApp. Il copie tout, il met là-bas. Il n'a pas de problème. Après, vous avez les groupes communautaires. Les groupes communautaires, en réalité, pilulent sur Facebook également. Vous pouvez soit lancer le vôtre, soit rejoindre les autres. Mais je pense que pour un début, c'est bon d'abord de rejoindre les groupes communautaires. Ils sont déjà quand même un peu assis. Ils ont déjà une visibilité, une interactivité propre. Maintenant, à vous, si vous sentez que vous avez aussi votre communauté à vous qui grandit, soit vous lancez votre groupe, soit vous lancez votre canal. Sur une page Facebook, comme sur un compte Instagram, on peut lancer un canal de diffusion. Ce sera un espace dédié, on va dire, à vos vrais fans, à vos vrais abonnés. C'est-à-dire que je peux suivre ton compte, mais si je connais ton canal de diffusion, je serai encore plus abonné à toi parce que sur ce canal de diffusion, il n'y a pas vraiment d'algorithme. C'est-à-dire que je ne suis pas régi par les lois de l'algorithme. Je diffuse un contenu vers mon public qui est déjà là.
je n'ai pas besoin de le chercher. Ils sont déjà abonnés. Donc l'application ne va pas arriver vers eux, ils vont recevoir une notification. Or, en publiant un post sur votre page Facebook, sur votre Instagram, ce n'est pas forcément toujours le cas que quelqu'un reçoit une notification. Maintenant, vous avez les événements. Les événements, en réalité, permettent aussi de fédérer les gens autour d'un événement ponctuel ou d'un moment ponctuel. Et ça permet aussi justement de faire découvrir ce que vous faites. Parce que généralement, quand quelqu'un va participer à un événement, ses amis Facebook peuvent être informés qu'il va être à tel événement. Du coup, ça peut augmenter la portée de l'événement que vous allez créer vers des publics qui peuvent être intéressés par ce que vous faites. Et puis, vous avez la publicité en dernier lieu. J'aime souvent dire que c'est la méthode finale. Parce que payer pour être vu, c'est bien. Mais payer pour être vu quand on a fait du bon contenu, c'est encore mieux. Parce que si on paye pour être vu alors qu'on ne fait rien, bon, c'est bien, vous êtes vu. Mais en réalité, quand on voit, en fait, il n'y a rien sur la page, il n'y a rien de concret. La publicité, elle est juste à booster en fait ce que vous faites déjà de bien. Et l'avantage, c'est que la publicité est accessible dès 1 euro par jour, 1 dollar par jour. Avec même un budget de 10 000 francs CFA, vous vous en sortez bien. Et je pense que nos opérateurs de téléphonie mobile sont en train de lancer des cartes électroniques. MTN l'a déjà fait. On rentre là-dessus de pas. Ce sera forcément possible pour tout le monde de lancer des publicités maintenant facilement sur des plateformes comme Facebook, Instagram ou encore TikTok. Alors, sur X, maintenant, X qui a au Cameroun environ 200 000 utilisateurs. C'est très peu, on va dire. Mais, c'est peu, mais la population camerounaise est très bavarde. Du coup, le peu qu'on a sur X fait beaucoup de bruit. Et du coup, la diaspora qui nous aide aussi sur cette plateforme-là aide à amplifier les contenus camerounais sur la plateforme X. Donc, on a l'impression qu'on est nombreux. Mais en réalité, on n'est pas si nombreux que ça. Mais on fait beaucoup de bruit. C'est le cas également pour la communauté ivoirienne, la communauté sénégalaise. C'est le même schéma. C'est juste qu'on est beaucoup actifs sur X. Contrairement à d'autres plateformes, le peu qu'on a est quand même actif. Alors, X a quand même un aspect important, c'est que vous avez l'instantanéité et l'image de marque. C'est pour ça que je vais influencer ces conversations. Sur X, vous devez chercher à améliorer votre image et à rejoindre des conversations pour créer la conversation. La première des choses, c'est que sur X, on n'a pas besoin de formalité pour t'envoyer ou pour t'écrire. Il suffit qu'on te mentionne et on met le message qui suit. Que tu réponds ou pas, les gens pourront même répondre à ta place. Ou même te taguer pour que tu viennes répondre. C'est pour ça généralement qu'il y a une facilité à discuter avec beaucoup de personnes. Mais dans votre cas précis, il y a des gens qui vous peuvent discuter facilement. Que ce soit des journalistes, des organisateurs d'événements, etc. Parce que c'est plus facile en fait d'entendre des gens sur X qu'ailleurs sur Facebook ou sur Instagram. Maintenant, vous avez des hashtags culturels. Et c'est pour ça que c'est important de repérer les événements qui ont leur propre hashtag pour que vous puissiez rejoindre dans la conversation en tant qu'artiste. Rejoindre suppose que vous donnez votre avis, en réalité. Vous partagez votre vision de l'événement, votre vision des choses par rapport à telle chose qui s'est passée ou telle actualité qui concerne l'événement. Maintenant, vous pouvez aussi donner votre opinion. Alors, quand vous donnez votre opinion, dites bien, donnez votre opinion, mais soyez sûr que quand vous allez donner votre opinion, ça va rester. Donc, soyez sûr que ce que vous allez dire, vous pouvez la suivre. Parce que même si vous faites un tweet ou un post, et que vous commencez à regretter, on a dit culture du screenshot. Donc, on dit que vous avez fait un post. Les gens ont déjà fait une capture d'écran. Quand vous supprimez, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Ces gens vont vous ça à un moment donné dans votre carrière en vous disant tiens, il y a 3 ans, il avait dit ceci. Même quand il faut parler sur X, il faut quand même assez être réfléchi. Mais en réalité, c'est aussi ce qu'on aime en fait, c'est que les gens prennent la parole sur X, les professionnels, parce que ça va aussi leur donner dans leur crédibilité et aussi l'authenticité que les gens recherchent. Pas juste ton contenu que tu postes, mais également qui toi tu es en tant que personne. C'est aussi valable sur Snapchat. Sur Snap, quand on suit un artiste, ce n'est pas forcément pour ce qu'il fait. C'est pour voir son mode de vie. On peut voir comment il vit en fait sur Snapchat.
D'accord, c'est pas forcément. On sait ce que tu fais, on sait que tu es un chanteur, on sait que tu écris. Ça c'est bien. Maintenant on va voir comment tu vis. X, c'est un peu pareil, sauf que là, on va voir comment tu discutes. On va voir comment tu parles. Comment tu entretiens des conversations. Donc, maintenant, si vous demandez parler avec X, n'y allez pas. Parce que c'est là que je suis obligé. Hein. Je n'ai pas dit que c'est tout ce que je vous dis, il faut aller. Je vais vous montrer si vous êtes sur X, voilà comment il faut procéder. Mais si vous n'y êtes pas, c'est pas aussi grave. Vous laissez, il faut rester tranquille. Vous vous concentrez là où vous êtes le mieux. Alors, LinkedIn donc. Personne professionnelle, on a toujours dit, ouais, mais c'est que tous les boss, les entrepreneurs, les hommes en veste. Mais non, parce que LinkedIn est avec TikTok la plateforme qui progresse le plus au Cameroun depuis déjà 4 ans. Donc, pendant les 4 dernières années, TikTok et LinkedIn sont toujours en progression en termes de secteur et d'utilisation. Ça montre que sur LinkedIn, on a compris l'importance d'y être. Et pourquoi? Parce que justement, il y a une expertise et un positionnement professionnel qu'on recherche. D'un, quand on va sur LinkedIn, c'est pas pour montrer son expertise dans le domaine dans lequel on exerce. Ce n'est pas seulement les finances, l'économie, l'agriculture. C'est dans n'importe quel domaine, y compris la musique, y compris la peinture, y compris les sonorités. Ça reste un domaine d'activité, on est bien d'accord. Le but, c'est de montrer votre expertise. Et surtout, de rechercher des partenariats. Parce que oui, sur LinkedIn, on a la possibilité de trouver des gens qui sont bien dans le domaine et qui exercent et qui recherchent des collaborations. Donc, si vous n'y êtes pas, on va vous voir. Mais si vous y êtes, ils peuvent déjà vous voir. Et derrière, donc, il y a votre réputation qu'il faut construire. Donc, votre image de marque, très important, en fonction des contenus que vous allez créer. Documentez tout ce que vous faites sur votre profil LinkedIn. Ça peut avoir l'air de rien, mais quand on parle de LinkedIn, c'est vraiment votre CV professionnel. Et ça peut aussi être avec votre portfolio quand on est artiste. C'est-à-dire si je participe à un événement, je fais une activité caritative, il y a tous ces aspects dans votre profil LinkedIn. Vous avez la partie projet, expérience professionnelle, travaux en équipe. Il faut tout documenter parce que les gens qui sont intéressés par vous, la première chose qu'il va faire, c'est aller voir votre profil LinkedIn. Parce que ça, on ne le bloque pas. Ce n'est pas un mot privé comme sur Instagram, non, c'est pas ça. Sur LinkedIn, tous les posts publics sont, les profils sont ouverts. Techniquement, on est sur un voie professionnel, donc on recherche des gens avec cette crédibilité et expertise. Donc, il est encore plus intéressant, comme on sait que son profil est ouvert, on met en réalité tout ce qu'on peut documenter comme activité professionnelle. Et on sait qu'on va capitaliser sur ça, on sait que les gens vont venir visiter le profil. Et la preuve en est, quand une personne vient voir votre profil, vous avez une notification. Donc vous savez qui est venu voir votre profil. Évidemment, on peut payer pour aller plus loin parce qu'il y a des gens qui sont en mode premium, ils viennent voir, mais vous avez un post qui va vous dire vous avez eu une nouvelle visite. Vous ne savez pas qui. Mais vous pouvez voir ça si vous passez sur le mode premium. Et c'est important parce qu'en mode premium, si vous voulez quelqu'un qui est dans le domaine des ONG, ambassades, sponsors, lycées, c'était le lieu de le contacter, sauf s'il le fait même avant vous, parce qu'il peut voir votre profil et il vous envoie un message. D'accord? LinkedIn, ce n'est pas le monde des hommes en veste, c'est le monde des professionnels de tout type de métier. Oui, allez-y. Oui, en fait, je voulais proposer un peu sur cette information importante qui vient de passer. Parce que la visibilité dont il s'agit via cette plateforme, c'est la visibilité en vue de retour professionnel. Parce que l'intérêt, notamment pour nous professionnels de l'art, c'est qu'on cherche, au-delà de notre positionnement artistique, mais à capitaliser sur ce positionnement artistique pour nouer des relations. Des relations qui vont être des opportunités. Pour parler de manière, si je prends du point de vue des artistes visuels, au-delà de mon art, c'est-à-dire ce que je produis, j'aimerais pouvoir aller en résidence, par exemple. J'aimerais pouvoir avoir une vitrine, comme par exemple participer à une exposition. J'aimerais pouvoir financer mes projets. Et l'élément encore qui s'ajoute, c'est l'élément de l'image. J'aimerais pouvoir être perçu professionnellement comme un acteur.
tous ces éléments-là sont les éléments qui peuvent avoir un retour sur l'investissement, parce que c'est un investissement qui est en train d'être fait, un retour sur l'investissement sur différents domaines. Et ça peut aussi permettre aussi d'augmenter de manière directe ou indirecte des sources de revenus additionnels. Donc, c'était le point que je voulais souligner. D'accord. C'est bon pour tout le monde. Bien, donc, on passe donc à TikTok, passons les viralités et de créativité. Comme je l'ai expliqué, TikTok titille Facebook au sommet, au Cameroun, c'est dans le cas du Cameroun. Mais en réalité, TikTok s'est fait tout seul. Parce que Facebook a connu deux challengers importants depuis sa création. Le premier challenger de Facebook, c'était Snapchat. Quand il est arrivé en 2013 avec les contenus éphémères, Facebook a compris qu'il y avait un problème parce qu'il n'avait pas les contenus éphémères. Et ça l'a challengé. Facebook a voulu racheter Snapchat. Première offre, 3 milliards de dollars. Snap refuse. Deuxième offre de rachat de Facebook pour Snapchat, 15 milliards de dollars. Evan Spiegel, le CEO de Snapchat, refuse encore. Mais bon, comme Mark Zuckerberg n'a pas qu'on refuse les joueurs, il a dit pas de souci. Je vais copier la fonctionnalité là et mettre ça chez moi. C'est donc comme ça qu'en 2016, on a eu une grande année de bouleversement sur Instagram. Changement de logo, arrivée des lives et arrivée des stories. Et l'année suivante, en 2017, c'est arrivé sur WhatsApp sous le nom Statut. Donc le gros challenger c'est Snap, le gros challenger c'est Snapchat. 2020, le deuxième challenger de Facebook est arrivé, TikTok. Mais comme c'est chinois, on ne peut pas racheter facilement. C'est ça le problème. C'est chinois. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit pas de problème, on va pas copier. Parce que le but, c'est. Si tu ne veux pas racheter, tu copies. Et donc, on a copié, et ça arrive sur Instagram. Pour vous avez compris qu'Instagram, c'est vraiment un laboratoire. Instagram est devenu un laboratoire. Il a même son identité propre. Instagram n'a pas vraiment de plateforme identitaire unique. Il prend à gauche, à droite, et ça devient tout. Donc, c'est arrivé donc sur Instagram, les Reels, qu'on a vu, qui vient de TikTok clairement. Et YouTube, qui avait le monopole de la vidéo depuis tant d'années, a commencé à avoir aussi peur de TikTok. Pas à cause des vidéos, mais à cause du fait que TikTok devient déjà aussi un moteur de recherche. Du coup, YouTube, qui est un moteur, parce que oui, YouTube a été racheté par Google. Créé en 2005, racheté en 2006 par Google. YouTube est le second moteur de recherche au monde. C'est ça, non? Quand vous tapez sur YouTube, comment faire un gâteau au chocolat? Vous avez une réponse, non? Oui, d'accord. Comment vous travaillez sur YouTube? Vous allez avoir des réponses. YouTube fonctionne comme un moteur de recherche parce que c'est pour qu'il a racheté. Donc, vous avez une plateforme vidéo, tout ça, c'est d'abord un moteur de recherche qui vous apporte des réponses, mais sous format vidéo. Donc, du coup, TikTok est le second challenger de Facebook, mais également un gros challenger de YouTube. Déjà, un par les vidéos, mais surtout deux par le fait que TikTok devient un moteur de recherche. Quand vous regardez les vidéos sur TikTok, regardez bien en bas, il y a souvent cette loupe-là. Vous cherchez du contenu connexe ou similaire. TikTok devient un moteur de recherche. Et comme sur YouTube, quand il y a une actualité qui remonte, les vidéos TikTok d'actualité également remontent. Donc, au-delà de la créativité, il y a cet aspect viral et informatif qui naît sur TikTok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme TikTok est né de l'application Musical.ly, donc clairement une application de musique, forcément, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est lié à l'art. C'est pour ça qu'on est tout dans les challenges. Chaque fois que je vais sur TikTok, il va te demander est-ce que je vais danser. Parce que c'est l'image qu'on a de TikTok. Est-ce que je dois danser sur TikTok? Parce que c'est comme ça que c'est né en fait. Avec les challenges, les danses, etc. Mais en réalité, non. Pas obligé de danser sur TikTok, c'est pas obligé. Le but, c'est que les challenges, généralement, sont sous cette forme-là. Et même les artistes l'ont compris. Quand ils font leurs chansons, en réalité, maintenant, ils vont faire des chorégraphies typiques pour TikTok. Mais la vidéo, le clip officiel, doit être mis sur YouTube. Mais en réalité, la chorégraphie et les extraits doivent performer sur TikTok. Donc, c'est deux composantes à prendre en compte. Parce que si tu veux ta vidéo officielle sur TikTok,
temps d'attention qui n'est pas énorme sur TikTok. Si ta vidéo fait 3 minutes 30, généralement le temps, 3 minutes 30, 4 minutes. Les gens vont voir ta vidéo jusqu'au bout. Alors si vous sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais si tu mets ta vidéo longue sur TikTok, c'est compliqué. Mais derrière, le but c'est que les gens puissent créer des trends, des tendances par rapport à ce que tu fais. Alors, à côté également des contenus qui peuvent marcher pour vous, il y a également cette timeline que j'aime bien. Parce que sur TikTok, il y a un contenu qui est bien, c'est le avant-après. La transformation. Comment on est parti du point A au point B. Si par exemple vous avez créé une peinture, on aimerait savoir comment on est passé du point A au point B. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui font maintenant des petits vlogs qui vous expliquent un peu comment il a fait tel cover, comment il a fait telle chanson, qu'est-ce qui l'a inspiré de faire ça. Il fait un petit vlog, en réalité, il vous montre comment il est parti du point A au point B. Ou alors il va raconter clairement même du story time, parce que oui, le mot story time, même si on parle que c'est un panache pour blogueur, c'est un truc qui marche bien, parce que dès notre enfance, on a toujours raconté des histoires. Et on aime bien les histoires. Bon, sauf que maintenant, on aime les story time, les histoires des adultes qui ont leurs problèmes dans la vie quotidienne. Ça nous intéresse toujours. Du coup, faire aussi des histoires est aussi intéressant, mais des histoires pas forcément pour raconter, genre un Katsima Collier, non. Il faut raconter des histoires qui concernent notre domaine artistique. Et rien que le fait de dire au début de votre vidéo storytelling, ça allume comme quelque chose dans le cerveau des utilisateurs, parce qu'il aime écouter une histoire, il veut tout savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et généralement, quand vous allez créer un contenu, généralement au début, il faut faire ce qu'on appelle un hook, une accroche. Je viens d'avoir ma première expérience dans tel domaine. Et c'était magique. Ou alors, je viens de perdre 100 000 francs en 3 minutes. Voici ce qui s'est passé. Forcément, ça c'est un hook. C'est ce qu'on appelle l'approche du début. Du coup, avec ça, vous allez dire, mais comment il a perdu 100 000 francs en 3 minutes? Maintenant, on va voir l'histoire derrière. Parce que ça, c'est le titre. D'accord? L'histoire maintenant, c'est quoi? Tu as perdu 100 000 francs en 3 minutes. Comment ça s'est passé? En fait, il y a d'abord quelque chose qui s'est passé. Pourquoi en 3 minutes, les 100 000 francs disparaissent? D'accord? Et puis même derrière, les sons aussi font partie de l'hégémonie du TikTok. C'est vrai qu'à un moment donné, on a eu peur que Universal se retire, même s'il avait dit qu'il s'était retiré quelque temps, mais il est revenu. Parce qu'en réalité, ça fait vivre aussi les contenus sur TikTok. Les gens qui font les contenus en mettant des sons qui vont avec permettent aussi de se référencer. C'est même meilleur que les hashtags en réalité. Là, le hashtag est limité. Le son en réalité, dès que vous mettez un contenu avec un son tendance ou un son d'un artiste qui est en train de faire son buzz, ça peut avoir son effet. Alors, évidemment, toujours sur TikTok, il y a cette régularité qu'il faut aussi observer. Parce que oui, le but n'est pas de poster une fois, venir encore après 10 jours, 15 jours, poster, et espérer que je vais bien réussir sur TikTok. Non, il faut être régulier. La création de contenu d'activité sur le long terme, c'est qu'on s'engage à créer du contenu jusqu'à ce qu'on ait peut-être plus d'énergie. Ou mais ça va même nous survivre. La preuve en est. Si vous regardez par exemple la page Facebook de DJ Arafat, est plus vivant, il fait pratiquement 5-6 ans qu'il n'est plus là. Mais pourtant, sa page vit toujours parce qu'on a compris que même si l'artiste n'est plus là, ses œuvres sont encore là et font encore le buzz. Donc clairement, il faut continuer à publier pour l'artiste. Parce qu'il faut que ces œuvres restent. Ce sont les œuvres de l'esprit. Ça ne meurt pas. Lui-même peut mourir, mais les artistes continuent. C'est pour ça que je parle d'une régularité. Le but n'est pas de dire quand je commence à créer du contenu, le jour où je suis fatigué, je ne fais plus rien. Je reste tranquille. Non. C'est un travail. Bon, alors vous pouvez dire qu'il va faire du travail de place. C'est ce qu'on appelle généralement un community manager. Son boulot, c'est ça en fait. S'il est plus compétent, on prend une personne, etc., etc. Maintenant, à côté, vous avez également les 3 premières secondes qui sont importantes. Tout à l'heure, je parlais du hook. Et il y a également interagir avec la communauté. Ça suppose quoi?
Quand vous allez recevoir des commentaires sur vos posts, ou même des questions, il est bon de répondre à ces questions-là avec une vidéo. Parce que ça va montrer aux gens que, un, vous regardez les commentaires, et deux, vous y apportez une réponse. Si vous mettez dans les commentaires, vous commentez en écrivant seulement, ça va montrer peut-être un côté un peu froid. Or, le but est que vous puissiez créer des contenus avec ce que l'on propose comme retour par rapport à ce que vous faites. Quelqu'un peut par exemple vous dire, ok, mais je veux voir que tu as mis telle image, est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit? Quand tu vois le commentaire, tu crées donc une vidéo, c'est aussi posé sur Instagram, c'est bien précis. Je crée une vidéo à partir de ce commentaire-là. Du coup, je réponds à ce commentaire avec une vidéo. Et c'est pour ça que je dis que l'interaction passe mieux dans les réponses en vidéo. Et puis les hashtags de niche également sont importants. Je vous ai dit qu'on est limité maintenant à 5. Quand vous faites un post sur TikTok, vous avez maximum 5 hashtags. Donc, déjà, si vous en mettez, il faut bien les choisir. Ça peut être votre nom d'artiste, un hashtag communautaire, un hashtag local et un hashtag géographique. Bon, le but n'est pas d'arriver à 5, hein, mais sachez que la limite c'est 5. D'accord? Alors, donc, maintenant on va donc sur YouTube. Je vais expliquer YouTube a un avantage que les autres n'ont pas. C'est que YouTube se consomme aussi sur la télé. Contrairement aux autres, on consomme aussi YouTube sur la télé. Ceux qui ont des smart TV dans leur domicile sont souvent sur YouTube. Et du coup, les vidéos en format horizontal, comme cet écran, sont plébiscitées parce que justement les gens regardent maintenant YouTube sur la télé. Et du coup, il est bon généralement de faire des contenus longs parce qu'il faut que quelqu'un soit bien assis dans son canapé ou dans son fauteuil pour consommer le contenu. Du coup, des reportages, des documentaires, tout ce qui concerne justement l'univers artistique, l'univers narratif, va fondamentalement fidéliser les gens. Et quand on fait des vidéos longues, plus les gens regardent la vidéo longtemps, mieux c'est. Ça montre le watch time et ça montre que le contenu est de qualité. Quand on a des vidéos de 15 secondes, où on sait qu'automatiquement, les gens vont regarder 15 secondes, mais vont peut-être pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. Or, en faisant une vidéo longue, on s'assure que les gens vont vraiment consommer le contenu. Alors, on a les clips vidéo, c'est devenu la référence avec la partie YouTube musique, qui s'est développée sur YouTube, pour donner la part belle aux artistes et les inviter justement à mettre leur production audiovisuelle là-dessus. Mais vous avez également les vlogs artistiques. Les artistes ont compris l'importance, à l'époque même avant TikTok et avant Instagram, de pouvoir raconter les coulisses de leurs événements, de leurs tournées, de leurs concerts. Et puis vous avez également les tutos. Si par exemple vous jouez de la guitare, d'accord? Jouez de la guitare. Vous pouvez montrer aux gens comment on fait les tutos en guitare pendant plusieurs vidéos. C'est possible. Le but n'est pas que nous parler aussi de vos œuvres, mais d'aider aussi les gens. Et sachez que justement sur YouTube, un contenu qui marche bien, ce sont les tutoriels. Les vidéos commencent par comment lancer une chaîne WhatsApp, comment convertir un fichier, comment. Les vidéos commencent par comment en réalité marche souvent bien. Donc forcément, une vidéo vous avez dit comment jouer de la guitare peut être intéressante. D'accord? Pas seulement toujours parler de vos œuvres à vous, mais de montrer aussi ce qui vous entoure et d'en faire des vidéos pour édifier les gens. Maintenant, vous avez également soit des vidéos documentaires qui peuvent être faits par vous ou par des médias en ligne, parce que le but c'est aussi de collaborer. Ce n'est pas le moyen de faire des vidéos sur vous. Vous avez maintenant beaucoup de médias en ligne, il y a beaucoup de noms, qui peuvent vous accompagner dans vos différents événements. Vous devez faire des vidéos documentaires sur vous, de 30 minutes, 40 minutes. Ça va aider à aussi vous faire découvrir dans le monde entier ou alors dans plusieurs zones de chalandise. Et puis il y a les YouTube Shorts. Les Shorts, comme j'ai expliqué, ça vient de TikTok, parce que j'ai montré les Reels et les Shorts. C'est ces vidéos verticales, non. C'est ces vidéos verticales de quelques secondes, on va dire, c'est vrai que c'est maximum 3 minutes, de quelques secondes, qui permettent justement
de vous faire découvrir sur YouTube. Mais le but n'est pas forcément de capitaliser uniquement sur les shorts quand vous créez votre contenu. Le but, c'est de permettre à ces shorts de booster votre visibilité. Mais ce n'est pas toute votre énergie que vous allez mettre sur les shorts sur YouTube. Après, même des fois, les shorts qu'on va voir sur YouTube, ce sont les extraits des vidéos longues que vous avez. C'est même encore mieux. Si quelqu'un a une vidéo longue, si vous avez un short, vous allez dire, ah, je veux voir la suite. Et je dirais dans la vidéo peut-être de 20 minutes en question où on a extrait de short. D'accord? Alors, maintenant, derrière, donc, il y a des techniques et des méthodes à appliquer. Il y a votre chaîne à optimiser, que ce soit votre nom, votre bannière dans la photo de couverture, et les liens, parce qu'il est possible de mettre des liens sur votre chaîne YouTube. Ça peut être un lien vers la billetterie, ça peut être un lien vers votre site internet, ou un lien vers les comptes d'autres réseaux sociaux. Mais je vais mettre un compte RS le plus pertinent. C'est-à-dire que sur YouTube, vous avez un compte qui peut être dirigé vers TikTok uniquement ou peut-être Instagram. Tous les mails, ça peut être un peu long. Il faut choisir un qui est pertinent. À côté, maintenant, vous avez les titres clairs et les miniatures. Alors, pour les titres, généralement, évitez souvent de mettre des titres trop en majuscules. Parce que ça, si à YouTube, vous voulez plus la préférence pour YouTube, mettre des titres en majuscules, c'est un peu comme du spam. C'est considéré comme du spam pour YouTube. Maintenant, il faut faire des vidéos avec des titres courts. Vous avez 100 caractères maximum pour faire un titre de votre vidéo. Mais l'idéal, c'est de faire un titre avec 60. Du coup, il faut être précis dans ce que vous avez dans votre titre. Et c'est possible de faire un titre d'une vidéo qui a 60 caractères. C'est ça de recommander, hein? Mais à la limite, c'est 100 caractères. Après, évidemment, il faut décrire la vidéo. Parce que quand vous postez une vidéo en ligne, vous avez le titre et vous avez la description. Ça permet aux bots de YouTube, sans lire votre vidéo, de comprendre de quoi il s'agit. Parce que YouTube, en fait, doit pouvoir savoir comment recommander votre vidéo à d'autres personnes. Quand vous lisez une vidéo sur YouTube, il y a souvent une partie ici à droite où vous avez des vidéos qui sont recommandées. Elles viennent parce que, en fonction de ce que vous regardez, soit elles viennent du même YouTuber, soit elles viennent parce qu'il y a un lien. Et il y a un lien parce que vous avez mis une bonne description dans votre vidéo. Et puis vous avez comme la miniature. Alors la miniature n'est pas là pour mettre une image aguicheuse. Elle doit aussi comporter un call to action, un texte de 3 mots, 4 mots qui donne envie de cliquer sur la vidéo. Et beaucoup de youtubeurs jouent sur la miniature parce qu'ils ont compris que c'est ça qui fait vraiment le clic. Mais après c'est le contenu qui peut rester. Parce qu'on peut beaucoup cliquer sur YouTube, mais ne pas rester. Alors, contrairement à notre plateforme, pour comptabiliser une vue sur Facebook, TikTok et les autres, c'est généralement 1 à 3 secondes. D'accord? Mais sur YouTube, pour comptabiliser une vue, c'est 30 secondes. Il faut que quelqu'un prenne le temps de regarder pendant 30 secondes votre vidéo. Vous comprenez qu'il est encore mieux de faire des contenus de qualité pour avoir une vue supplémentaire sur votre vidéo. Pour qu'ils se disent, ok, je vais commencer à regarder la vidéo. Donc là, ailleurs, on peut tricher, on met 2-3 secondes, on regarde, ça fait plus qu'une vue. Sur YouTube, c'est pas ça. Il faut quand même prendre le temps de regarder ta vidéo pendant au moins 30 secondes pour qu'on dise, ok, plus une vue sur cette vidéo. Maintenant, donc, vous avez également les playlists qui sont importants. Vous pouvez vous organiser sur votre chaîne à mettre vos vidéos sur des thématiques précises. N'oubliez pas de poster et de mettre en désordre comme ça. Vous pouvez organiser clip officiel, répétition, tournée, etc., etc. Pour que quelqu'un qui vienne sur votre page, sur votre chaîne YouTube, ait envie de se retrouver, ait envie de chercher le contenu qui l'intéresse de l'artiste qui vient de trouver. D'accord? Et puis vous avez également l'abonnement. Généralement, quand vous allez créer votre vidéo, si c'est vous-même qui parlez dans la vidéo, mettez besoin de s'abonner à la chaîne. Parce que des fois, les gens veulent souvent qu'on leur rappelle de s'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. Parce qu'on peut s'abonner à la chaîne, mais si on n'a pas activé la cloche de notification, on va recevoir des notifications pour dire que tu as publié une nouvelle vidéo. Et en fait, c'est ce qu'on recherche. On veut avoir une notification pour dire que une personne a publié une nouvelle vidéo va regarder.
Le CTA, c'est le call to action. Évidemment, sur YouTube, il y a aussi un rythme à respecter. Selon vous, il faut trouver un rythme. J'ai mis un exemple à l'écran, mais en réalité, même 2 moments suffisent. Mais il faudrait que vous puissiez maintenir ce rythme-là, à votre niveau, si vous êtes sur YouTube. Et puis évidemment, si vous faites des vidéos, mettez toujours un accent. Le storytelling, ça peut aussi vous aider à capitaliser et à faire des longues vidéos. Alors, sur YouTube, généralement, on recommande de faire des vidéos pour qu'elles marchent plus ou moins bien. Hormis les clips, je précise, de 10 minutes environ. Donc il faut parler environ pendant 10 minutes. Mais bon, si vous dites de bonnes choses, 10 minutes va paraître très petit. Mais si vous commencez à chercher vos mots, 10 minutes paraît très long. Donc quand vous avez fait une vidéo peut-être face caméra, ou au champ dans les coulisses, ou dans vos répétitions, cherchez à faire des vidéos de minimum ou environ 10 minutes. Pour que ce soit quand même pris en compte par la mise au c'est un contenu intéressant. Il a quand même dit des choses, ou alors il veut dire des choses intéressantes pendant un minimum de temps requis. Donc voilà. Pour résumer donc à ce niveau, vu qu'on est allé étape par étape pour les réseaux sociaux, on va maintenant essayer de résumer ça. Donc le premier aspect, c'est le storytelling. Quand on découvre un artiste, on veut savoir d'où il vient son histoire, c'est important parce que toute personne voudra toujours adosser une histoire à un artiste, n'importe lequel. Ensuite, votre style visuel ou musical, parce que oui, tout à l'heure je parlais des couleurs qui vous ressemblent, pardon, des styles musicaux également qui vous ressemblent. Vos valeurs, c'est propre à vous. Je reconnais ces valeurs. Il faut aussi les montrer dans votre quotidien. Après, vous avez vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous faites appel aux réseaux sociaux? Parce qu'on peut aussi s'en passer. Mais si vous faites appel aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a un objectif derrière. C'est soit je vais être visible localement, donc à Yaoundé, au Cameroun, en zone CEMAC, ou partout dans le monde. Après, vous avez aussi, vous voulez vendre, ou vous voulez booker. Ça veut dire que vous voulez toujours toucher des nouveaux partenariats, avoir de nouvelles opportunités. Et tout à l'heure, on parlait de LinkedIn, qui beaucoup négligent, mais LinkedIn a aussi sa part de boost dans le côté partenariat, parce qu'on peut mettre en relation avec des gens qui ont le pouvoir de décision. Et généralement, c'est eux qui décident. Ils sont sur LinkedIn. Ils sont pas les représentants de l'art, mais c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Donc, s'ils sont condamnés par vous, ou si vous remarquez sur LinkedIn, ils vont vraiment vous mettre dans leur book à eux, pour que régulièrement, si on a besoin d'avoir tel événement, on va voir tel domaine, on peut vous faire appel pour venir. Et pour terminer, le public cible. Parce que c'est important de savoir, lorsque je fais une production artistique, de savoir à qui je veux la montrer. Ce n'est pas le grand public généralement. C'est une erreur qu'on fait souvent. Quand on fait une production artistique, c'est de dire, ok, je veux montrer au grand public. Non. Dans tout travail, dans tout projet, dans toute marque, il y a toujours un ciblage à faire. Et le ciblage dépend souvent de votre style et de vos valeurs. Souvent. Parce que quand vous voulez parler à quelqu'un, généralement, il faut savoir si vous avez une compatibilité généralement, ou un intérêt commun. D'accord? Alors, si on parle aujourd'hui, parce que la thématique vous intéresse, et vice-versa. D'accord? Maintenant, donc, il faut comprendre que lorsqu'une marque veut parler à son public cible, elle va chercher à le définir de manière claire. Si on prend l'exemple tout bête, il faut sortir un peu là. Quel est le produit que je tiens en main? Quel est le produit que je tiens en main? De l'eau. Peut-être que c'est de l'eau. Quel est le produit que je tiens en main? Hein? Non, ce n'est pas n'importe quel type d'eau. C'est de l'eau minérale, attention. Il y a l'eau et il y a l'eau minérale. C'est ça le produit, non? Sauf que je me trompe, peut-être c'est de l'eau minérale. Ah, bah, ça, à la fin, on a donné une bouteille d'eau, mais je pense que c'est de l'eau minérale, d'accord? Maintenant, l'eau minérale fonctionne sur plusieurs marques. Les sources Tanguy, Supermarché. Mais le produit, c'est d'abord de l'eau minérale. Et de base, qui peut boire l'eau minérale? Tout le monde, je suis d'accord. Et c'est ça la bonne réponse. Ce produit peut être pris par tout le monde.
Mais maintenant, les marques qui sont standardisées supermarché ne parlent pas à tout le monde. Vous voyez la différence? Le produit peut être grand public, mais chacune de ces marques sait à qui elle parle pour pouvoir vendre son produit. Donc, votre produit peut avoir l'impression d'être un public, votre produit peut avoir l'impression d'être un truc grand public, mais vous, en tant que marque, en tant qu'artiste, vous devez d'abord savoir à qui vous parlez. C'est vrai que c'est important de savoir à qui on parle. Ne venez pas dire, ok, je fais la musique pour tout le monde. Non, pas la musique pour tout le monde. C'est important. D'abord, chacun de vous a des playlists de musique. Chacun de ceux qui écoute dans son téléphone, dans son ordinateur. Et ça dépend d'abord de vous. Pourtant, ces gens qui ont fait la musique, on pourrait dire qu'on fait pour tout le monde. Non, non, pour tous les gens précis. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de musique et de public à rechercher. Et évidemment, après, il y a l'étape summum. Quand la marque remplace le produit, c'est le dernier niveau. Quand une marque devient le produit, elle n'a pas besoin forcément de communiquer pour faire. Elle a besoin de se communiquer avant. Exemple, Bic. Donne-moi ton Bic. Bic, c'est une marque, on est d'accord. On dit un stylo. Mais tous nos enfants disent le Bic. Donc, Bic est devenu le produit. Et Bic a réussi sa communication parce qu'en réalité, il est devenu le produit et devenu la réponse à un besoin. Tout comme le frigo. Le frigo, c'est une marque. Très peu disent va me donner le jus au réfrigérateur. Je dis, vous savez ça à la maison. Moi, je dis va me donner le jus au frigo. Parce que le frigo est plus facile à dire. Ou alors, on dit le Moulinex. Le Moulinex, c'est pas le nom. Quel est le vrai nom? Ou le blender. Ouais. Et qui va dire, est-ce que vous avez des blenders ici? Non. Tu as combien de marques de Moulinex? C'est bizarre. Mais c'est ça le but. C'est-à-dire que le produit est souvent grand public, mais la marque, c'est à qui elle parle. Mais la marque peut toujours devenir le produit pour pouvoir être vendu à un maximum de personnes. Alors, vous avez donc les mécaniques de viralité. Pour le partage, il y a généralement l'émotion qu'il faut créer. Alors quand je dis l'émotion, c'est n'importe quel type d'émotion qu'il faut apprendre à créer sur Internet. Joyeuse, comme la colère, ou comme la tristesse, ou même comme la pitié. On a tous vu des posts sur Facebook où les gens disent « laisse un like pour prier pour la maman ». En fait, on est en train de créer une émotion pour que le post soit viral. On joue sur une émotion. Ou alors, on va faire un post qui va diviser les gens. Et là, je pense qu'on a Dr. Claudel Noubissi aime bien faire ça. À poser une question, peut-on faire du business en couple? Par exemple, ça va diviser les gens, ça va créer un camp pour et un camp contre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait beaucoup de commentaires? Et ça va rendre le post viral. Divise les gens, mais ça marche bien. On va créer une émotion avec de la simplicité. Les formats courts également plus rythme rapide. Quand je fais du snap content dans des contenus courts et facilement consommables de quelques secondes, des vidéos de moins de 10 secondes, ça marche bien. Les tendances aux jeux visuels également. Les interactions aussi, parce que quand vous publiez du contenu, le plus important c'est souvent d'interagir. Ce n'est pas juste de poster et de disparaître. Poster un contenu, venez souvent en commentaire, poser un peu d'autres questions pour voir comment les gens vont réagir à votre contenu. Pas juste poster et puis vous dire, ok, moi j'ai posté, je ne suis plus là. Donc il faut poster et rester animé votre page. Et puis après, vous avez le timing. Parce que oui, poster en ligne c'est bien, et poster au bon moment c'est encore mieux. Et pour ça, il faut maîtriser d'abord ces statistiques, savoir à quelle heure ces abonnés sont connectés, et ça change tout le temps. Donc ce que vous allez voir peut-être aujourd'hui, moi je serai dans 7 jours. Et il y a aussi les momentum à prendre en compte. Aujourd'hui, on remet les bulletins. Donc ce soir, beaucoup vont déployer leur smartphone et seront actifs pendant 2 semaines. Du coup, là, ils n'étaient pas connectés en journée, ils le seront maintenant en journée pendant 2 semaines. Donc, il y aura plus de gens en ligne au Cameroun sur Facebook parce que les élèves sont en congé. Du coup, publier en journée peut être un peu plus intéressant parce qu'il y aura plus de monde connecté qu'avant. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte beaucoup de momentum. Ce n'est pas qu'on publie quand on est disponible. On publie quand les gens sont disponibles.
Donc, le chef disait, ok, moi je ne peux pas publier. Non, il faut publier quand les gens vont voir. Si c'est à 22 ans que les gens sont allés dans votre communauté, publiez à 22 ans. C'est pour ça que je dis que le timing est important. À prendre en compte. Il y a aussi un événement, publié généralement dans la foulée de l'événement. N'attendez pas 2 semaines pour faire le compte rendu. Il y a tellement d'événements sur la terre, pour même aller oublier. Donc si vous commencez à dire que j'ai fait une vidéo sur l'événement, c'est, mais je ne suis pas encore sûr. Et toi, tu vas publier notre vidéo à ta place, tu vas faire un vlog. Et toi, tu vas attendre beaucoup de peaufinage, pour au final, ne rien à voir. Alors, tu es venu dans la foulée. Les gens auront vu plus ta vidéo, parce que c'est la vidéo qui est venue juste après l'événement, ou même pendant, et qui a fait le résumé de l'événement culturel qu'on voulait avoir. Alors, maintenant, en termes de RP, relations publiques, toujours sur les réseaux sociaux, il y a une possibilité de trouver et les médias et les influenceurs. Que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, ou même sur Facebook, ils y sont. Maintenant, quand vous y allez, on n'y va pas de manière sommaire, avec un bonjour, un message, ou un bonjour, ça va. On vient clairement des fois avec un message ou un communiqué de presse, si vous avez un événement. Parce que le but, c'est aussi de donner l'information à mâcher, ou déjà mâcher, qui va juste publier. Pour ne pas dire une mission de presse, mais donner même un communiqué, mais c'est les gens qui portent sur vous. Et puis derrière, l'importance d'avoir des photos professionnelles, on ne le dit jamais assez. Si on veut faire un relais dans les médias en votre nom, quelle photo va-t-on utiliser? Vous n'allez pas envoyer des selfies aux gens? Non. Il faut avoir des photos professionnelles, que ce soit des influenceurs, des catégories ou des médias. Parce que ça contribue aussi à votre image de faire des photos professionnelles. Et je pense que en termes de studio et de professionnels de la photo, on a quand même ce qu'il faut au Cameroun, de plus en plus. Donc ce n'est pas forcément compliqué d'en faire. Et puis derrière, il faut aussi participer à des événements physiques. Parce que oui, tout faire en ligne, c'est bien, mais ramener ce qu'on a vu sur le terrain en ligne, c'est encore mieux. Il faut chercher des fois à participer à des événements, quels qu'ils soient, et de pouvoir les documenter, les ramener, enfin, quels qu'ils soient. Tant que ça ne va pas avec ce que vous faites. Le but n'est pas de sillonner la ville pour que comme il y a fait au vert, on va seulement y a fait. Non. On sait ce qui va nous correspondre à y a fait et on en parle. Ok, j'ai vu ceci, je donne mon avis par rapport à telle chose. Ok, je regarde un peu la programmation du projet de Yafé, les styles musicaux qui vont passer pendant 2 semaines, je donne mon avis. Est-ce qu'on va peut-être plus mettre tel rythme ou moins tel rythme? C'est un peu comme ça qu'il faut généralement renforcer ses décisions sur le terrain. Donc, et maintenant, donc, en définitive, il faut retenir un peu ces 3 choses. Ce n'est pas la perfection en fait qui marche. Sinon, c'est compliqué. C'est être régulier dans la création de contenu de qualité qui monte son bout de chemin. Et surtout, derrière votre contenu, le fait d'être humain et de raconter des histoires, de montrer des fois aussi vos failles, parce que les gens attendent pas que vous soyez parfait, mais que vous soyez vous-même, avec vos erreurs. Parce que sinon, ce ne serait pas aussi le jeu d'être toujours quelqu'un qui ne fait aucune erreur, c'est bizarre. Et puis derrière, dans les RP, au-delà du digital, vont prolonger votre action. Ça veut dire que on a beau les négliger aujourd'hui, mais même si on les voit de moins en moins, la presse écrite, la radio et encore la télé sont des médias très forts. D'abord, on est en Afrique, le média le plus utilisé en Afrique, c'est la radio. Nous sommes tout le monde connectés, mais la radio reste le média le plus introduit en Afrique. Parce qu'on a l'impression qu'on voit seulement les capitales en Afrique. Mais dans les villes, enfin dans les pays africains, il n'y a pas que la capitale. Il y a toutes les autres villes du pays. Et dans ces villes, il n'y a pas souvent même la télé. Mais c'est qu'il y a toujours un poste de radio. Et qui dit poste radio dit déjà une façon de communiquer. Et c'est pour ça que derrière, même si on est dans le digital, il faut toujours faire le mix avec tout cela. Parce qu'on va atteindre un public cible qui nous ressemble et surtout qui va nous ressembler. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui. Bonjour, moi je suis... bon,
Bonjour à tout le monde, je m'appelle Thierry Ndjenge, je ne suis pas artiste, je suis journaliste culturel. La thématique m'a paru intéressante, sur le temps que nous avons vu naître le concept découvert en 2015. Alors, à M. Kamdem, j'ai une question pour avoir une préoccupation. Vous avez parlé de LinkedIn, ça m'a beaucoup plus parlé. Je me suis abonné, c'est pas le terme, je me suis inscrit à, c'est pas trop, 5 ans, 7 ans, c'est plus trop. Comment faire pour récupérer mon compte et comment ça fonctionne? J'ai négligé ça, mais à vous entendre parler, j'ai l'impression qu'il faut véritablement retourner et en faire une priorité absolue. Alors, tu peux le conseiller, vous n'avez plus accès à votre compte. Vous avez créé une adresse mail. Oui, je continue à retrouver comme des notifications sur mon mail. Vous êtes arrivé sur LinkedIn.com, vous avez tapé le mot de passe oublié. Non. Il faut le faire. Donc quand vous le connectez, les mots de passe oublié, vous demandez qu'on vous envoie un code via votre mail, vous avez accès à ce mail. Oui. Donc oui, on vous envoie un code à ce mail et puis vous retrouvez votre compte. Normalement, ça va être simple. Dans la deuxième question, Comment ça fonctionne et pourquoi? Est-ce que vous pouvez davantage vous appesantir là-dessus? Alors, je l'ai expliqué, LinkedIn est une plateforme professionnelle. Mais ce n'est pas réservé aux hommes en veste, c'est ce que je vais arriver comme dit. Profession, c'est le mot à retenir. Et il y a tellement de professions. Donc, qu'importe le métier dans lequel on évolue, on a une place sur LinkedIn. Et ça commence même dès le fait d'être étudiant. Parce que quand je donne comme étudiant, je demande d'être sur LinkedIn. Quand on est étudiant, on va déjà sur LinkedIn. Parce que déjà, quand on est étudiant, on recherche un emploi ou des stages. Et il y a une section de LinkedIn qui s'appelle emploi. Et c'est souvent drôle quand les gens me disent qu'il y a pas de travail au Cameroun. Parce que moi, tous les jours, je reçois des offres d'emploi sur LinkedIn, au moins 10 dans le domaine de la communication chaque jour. Mais, comme les gens ne sont pas sur LinkedIn, ils ne les voient pas. Parce que les marques communiquent uniquement sur LinkedIn, leurs offres d'emploi, elles sont toutes. Elles restent sur LinkedIn. Premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous venez pour créer un réseau. Sur Facebook, on a les amis. Sur Instagram, on a les abonnés. Sur LinkedIn, on a les relations. C'est le mot qu'on appelle. Ajouter une nouvelle relation. Ça suppose que sur LinkedIn, on est là pour créer un réseau de contacts professionnels avec qui on va s'entraider pour différents aspects de notre vie professionnelle. L'autre aspect, c'est votre CV, enfin votre profil. Qui sera votre CV? Parce que quand vous remplissez bien votre CV, enfin votre profil, généralement, quand vous avez activé les offres d'emploi, lorsqu'une fois passé devant vous, on va vous dire que votre profil correspond 4 sur 5 à cette offre d'emploi. Parce qu'en fonction de ce que vous aurez mis dans votre profil, LinkedIn regarde et se dit, ok, on a fait une offre d'emploi. Ce que vous avez mis dans votre profil, vous avez potentiellement un match. D'accord? Donc il y a un travail derrière en termes de IA qui facilite les mises en relation entre votre profil, si vous êtes en recherche d'emploi bien évidemment, et les offres d'emploi qui existent. Maintenant, après derrière, il y a le réseau concret, ça veut dire que les relations qu'on a, il faut les consolider. Il faut surtout apprendre à les rencontrer aussi en vrai, parce que le but n'est pas d'être en digital. Il y a aussi des gens qu'on va rencontrer dans des événements physiques, d'être promotes, ou dans des salons, ou dans des business, et que derrière, maintenant, on se retrouve sur LinkedIn pour poursuivre la conversation. Maintenant, ça, c'est entre autres. Mais le but, déjà, c'est de rejoindre, déjà pour vous, de commencer à construire votre réseau, les gens que vous connaissez, vous les retrouvez. Et maintenant, vous partagez votre expertise dans le domaine où vous êtes journaliste culturel. L'activité culturelle au Cameroun 2025, ça s'est passé comment? Faire des articles. Sur LinkedIn, c'est possible de faire des articles. Contrairement à Facebook, on peut écrire des articles qui seront lus par d'autres personnes. C'est bon. Merci. Oui? Bon, avant, bonjour. Je me nomme Slim, je suis artiste. Alors, moi, ma question, c'était, en tant qu'artiste, je vais prendre le cas d'un lieu de découverte, par exemple, qui n'a pas encore les moyens d'avoir une équipe autour de lui. Comment concilier le travail artistique de création, de production et l'entretien de ces réseaux sociaux, l'animation de ces réseaux sociaux? Quelles sont quelques astuces pour concilier les deux? Alors, il ne faut pas être partout.
Première chose, il faut éviter d'être partout quand on appelle une équipe. Surtout quand on a aussi le temps de gérer ses comptes. On choisit déjà là où on est le plus à l'aise. Première chose. On peut être uniquement sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook. On choisit déjà là où on est le plus à l'aise et choisir un seul. De deux, maintenant, c'est qu'il faut adopter dans les réflexes. Si on décide de se mettre en ligne, c'est qu'il faut avoir des réflexes de créer du contenu pour alimenter sa présence en ligne. C'était pas évident au début, mais on n'a pas de faire de super productions. On peut juste commencer par faire des photos de ce qu'on fait. Parce que je sais que la vidéo marche bien, mais si on n'a pas le droit de faire des vidéos, on peut commencer par faire des photos toutes simples. L'idée en réalité, c'est de se dire, je vais créer 3 types de contenu. D'attraction, celui qui me fera connaître, d'autorité, pour montrer ce que je fais, pour qu'on dise que celui-ci s'y connaît dans son domaine, et le contenu de conversion, pour appeler les gens peut-être à visiter peut-être ma boutique en ligne, ou à venir à un événement physique dans lequel je participe. Voilà comment on structure quand on débute. Ces 3 types de contenu. Attraction, autorité et de conversion. C'est bon. Ok, bonjour. Je m'appelle Pen Boachussan. Je t'écris un peu en français. Pas de problème. Tout ce que vous avez expliqué en théorie, oui, ça se voit. Il y a des artistes en ligne, des personnalités, que ce que vous avez expliqué là, je vois comment ça marche chez eux. Bon, c'est la théorie. Mais il y a quand même aussi les gens en ligne qui ne pratiquent aucune de ce que vous avez dit là. Oui, eux n'ont pas de couleurs, même leur contenu n'est même pas organisé, eux ne vendent rien, ils ne sont pas des artistes. Et les gens en ligne postent d'abord des vidéos, donc des vidéos que tu sens que, like, by mistake, ils ont posté ça par hasard. Oui, ils ne pensent pas, ils ont des abonnés, ils ont des. Donc c'est actif et tout ça. Mais ils ne mettent pas en place tout ce que vous avez expliqué là. Oui, ça marche comment alors, le but n'est pas de vouloir réussir par hasard. Ça, il ne faut pas forcément vouloir réussir par hasard. Moi, c'est le pire. Comment il s'appelait on a fait un documentaire, Tony me fait dire commencer sa carrière musicale par un hit, c'est la pire des manières de commencer. Parce qu'en réalité, si on peut commencer par le hasard et que ça marche, vu qu'on ne maîtrise pas le hasard, reproduire est toujours compliqué. C'est bon au moins de suivre un cheminement. Mais ceux qui ont des millions d'abonnés, par exemple, et qui ne font pratiquement rien, ils produisent des contenus hasardeux ou même des contenus peut-être drôles, tout ça. C'est parce que d'un côté d'Internet, on aime aussi le divertissement. D'accord? On aime tout ce qui est divertissement. Mais quand on est artiste, on peut divertir, mais on veut aussi suivre un canevas important. Quand je parle tout à l'heure de style coloriel, on peut suivre ou pas. D'accord? Le but n'est pas forcément de se dire, ok, si je n'ai pas de couleur phare, je ne suis pas obligé de mettre. Mais si j'en ai une, c'est aussi bien de m'affirmer en tant qu'identité. Vous allez voir des jeux de football classiques. Il y a ceux aussi qui montrent leur style. Il y a ceux, par exemple, vous allez voir, lorsqu'ils viennent dans l'équipe nationale, ils portent des tenues toujours extravagantes pour montrer un peu leur style. Ils peuvent aussi venir normalement en survêtement l'équipe. Mais ils montrent toujours leur style. Donc ça dépend de vous, ça va dire qu'ils vont mal jouer. Le but n'est pas de chercher à fonctionner sous forme de hasard. C'est pour ça qu'il y a des règles. On vient en société. Sinon, on va laisser les humains voguer sans code pénal et puis bon. Si maintenant on supprime le code pénal, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Il y aura des ordres en ville. Il y aura des ordres en ville. C'est vrai qu'il y a un code pénal, mais ça va être que tout le monde suit. C'est pour faire qu'il y a là qui en fait la loi. Mais